Bienvenue sur CNews, de retour dans les voies de l'info pour notre duel de ce soir. Deux thèmes autour desquels vont débattre Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique de la majorité présidentielle, porte-parole du MoDem. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, Caroline Mécari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate et membre du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris. Deux thèmes, je vous le disais, ce soir pour débattre. D'abord, la polémique autour de la place accordée au maréchal Pétain dans le cadre de l'hommage aux maréchaux vainqueurs de la guerre de 14-18. Le président de la République s'est exprimé plusieurs fois, on l'entendra. Et puis le sparadrap du pouvoir d'achat qui colle encore et toujours au dos du chef de l'État. À chaque jour, une nouvelle interpellation. On entendra aussi une Française qui a donc interpellé Emmanuel Macron. Pour démarrer donc ce duel, on va écouter justement le chef de l'État. C'était ce matin. Il était interrogé sur l'opportunité de rendre hommage au maréchal Pétain dans le cadre du centenaire de l'armistice de 1918. Écoutez-le. Je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire et que cet hommage soit rendu, comme il l'est d'ailleurs chaque année par l'armée française. Mon chef d'état-major particulier sera présent à cette cérémonie et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà, c'est une réalité de notre pays. Caroline Mécari, il a raison, Emmanuel Macron, de s'exprimer de cette façon sur ce sujet du maréchal Pétain. Alors, je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, je suis en total désaccord avec ce qu'il vient de dire. D'abord parce qu'il faut rappeler que le maréchal Pétain, qui a été condamné à mort, a vu sa peine commuée, mais surtout, il a été frappé de ce que l'on appelle une indignité nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut même plus l'appeler le maréchal Pétain ou le général Pétain. C'est Monsieur Pétain. Et donc, au titre de l'histoire nationale, cet homme ne devrait pas faire l'objet d'un quelconque hommage. Il le réhabilite selon vous ? Ah, c'est une forme de réhabilitation, très clairement, qui est vraiment une manière de vouloir le requalifier alors que cet homme a été disqualifié par ses choix durant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a dans ses propos, dans les propos du président de la République, aucune réhabilitation. Aucune. Il y a eu cette indignité nationale et c'est vrai. C'est juste une réalité historique. Les hommages qui seront rendus aux maréchaux, c'est les 6 maréchaux qui ont combattu 14-18. Il faut remettre dans le contexte. Nous sommes en train de vivre le centenaire. La mission du centenaire qui rend hommage à tous les soldats, aux anciens combattants, aux familles, aux femmes qui étaient derrière, qui faisaient tourner la France. Et donc cette polémique, elle est déplacée dans le contexte actuel. Quand Emmanuel Macron parle du maréchal Pétain comme d'un grand soldat, on entend un grand homme. Est-ce que c'est le terme qu'il faut pour autant ? L'histoire est telle que, à l'époque, pendant 14-18, Philippe Pétain était un grand général parce qu'il préservait ses hommes, parce qu'il faisait attention à ses hommes. Et c'est ces parties de l'histoire dont il a parlé. Il n'a fait que rappeler une partie de la réalité historique. Et puis, dans un second temps, oui, il a trahi la France, oui, il a déshonoré la France et il a été condamné pour ça. Et ce n'est aucune réhabilitation à aucun moment. Mais il faut prendre les passes de l'histoire dans leur totalité, ne rien omettre. Alors écoutez, si vous voulez ne rien omettre, on va quand même rappeler que contrairement à votre discours, Monsieur Pétain n'a pas été un grand soldat. C'était plutôt un général qui était un couard, qui a falsifié d'une certaine manière son positionnement par rapport aux soldats. Il a sauvé quelques mutins, puisqu'en fait, ce que vous évoquez, ce sont ce que l'on a appelé les crosses levées en 1917, qui refusaient d'aller au combat parce que c'était une véritable boucherie. Celui qui est devenu le maréchal Pétain a fait partie de ceux qui ont envoyé des centaines et des centaines de milliers de soldats à la mort. Donc déjà, plus d'1,4 million de morts pour la France. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'était un grand soldat, mais en tout état de cause, du fait de la peine d'indignité nationale qui le frappe, le fait de vouloir lui rendre hommage en tant que maréchal avec les autres maréchaux me paraît être une faute, tout simplement. Le fait de vouloir lui rendre hommage aux Invalides, c'est exactement ce que le président Macron est en train de faire. Ce n'est pas le cas. L'hommage aux Invalides, Philippe Pétain n'est pas dedans. Il se trouve que quand la question est posée au président de la République, il rappelle un moment de l'histoire. Et même le général de Gaulle, en 1966, a rappelé le rôle
militaire à l'époque de Philippe Pétain, qu'on ne peut pas lui enlever. Sa tombe a été fleurie d'ailleurs par des anciens présidents de la République, François Mitterrand. Ce n'est pas parce et c'est bien le sujet. Mais ce n'est pas parce que sa tombe a pu être fleurie par des personnes qui sont nostalgiques, comme notamment des élus du Front National, hein, qui vont aussi à Verdun, que le président de la République aujourd'hui devrait rendre hommage à M. Pétain, qui, je le rappelle, historiquement est un traître à la nation. Il n'a même plus le droit au titre de soldat, parce que c'est un traître à la nation. Tout simplement. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Caroline Mécari qui le dit, c'est la loi. Et le général de Gaulle, lorsqu'il a décidé que le général Pétain, M. Pétain ne serait pas, que sa peine de condamnation à mort ne serait pas exécutée, il a pris le soin de cette peine d'indignité nationale soit maintenue, parce qu'il savait que pour M. Pétain, c'était bien plus grave en réalité. Quand Emmanuel Macron dit « je regarde l'histoire en face », qu'est-ce qu'il veut dire, le chef de l'État ? Il veut dire qu'il y a la complexité de l'histoire, qu'il y a 14-18 et il y a 14. Et que oui, il a, dans la continuité des propos du président Chirac, reconnu le rôle de l'État français, en prenant soin de dire que ce n'est pas tous les Français, mais l'État français et son administration ont collaboré. Et ça, c'est la honte et la trahison de Philippe Pétain. Et c'est bien dans la totalité de ses propos que moi j'entends le président de la République s'exprimer. Et encore une fois, je pense qu'il faut le rappeler, ce centenaire, aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à tous les soldats. Et d'abord, la victoire 14-18, parce qu'elle a coûté trop cher. Elle a coûté, vous l'avez rappelé, 1,5 million de morts. Et je pense qu'il ne faut pas amener une polémique qui serait malheureuse. Notre histoire... Elle est là, la polémique, de toute façon. Et si on veut rendre hommage à quelqu'un de grand, alors dans ces conditions-là, moi je préfère choisir Clémenceau. Très clairement. Sûr. Clémenceau est celui qui a eu l'intelligence... Il a déjà rendu hommage. Qui a eu l'intelligence. C'est lui que je choisis. Il a eu l'intelligence, avec des colonels qui étaient suffisamment intelligents, de s'allier avec les forces alliées. Donc je rappelle, les Américains, les Anglais, les Russes aussi, pour que la paix puisse arriver en France. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons rendu hommage à Georges Clémenceau et à Jean Jaurès. Nous avons apposé 2 plaques dans notre Assemblée en l'honneur de leur histoire, pour ce qu'ils ont fait pour la France. Le plus important, c'est de prendre notre histoire dans sa totalité, sans jamais rien omettre, sans avoir de tabou. Parce que notre responsabilité, c'est de ne pas laisser les choses se reproduire. Et pour ça, il faut prendre les choses telles qu'elles sont, dans le récit qui est le nôtre. Et c'est exactement et simplement ce qu'a fait le président de la République. Il n'y a eu aucune réhabilitation, il n'y a aucun hommage. Désolé, le fait de remettre M. Pétain sur le devant de la scène, de le présenter tel que c'est fait aujourd'hui, c'est une forme de question. Caroline Mécari, je voudrais maintenant vous entendre sur un autre sujet, sujet ce soir, qui est sans doute la préoccupation numéro 1 des Français aujourd'hui, le pouvoir d'achat. On le voit jour après jour. Emmanuel Macron ne cesse d'être interpellé par des Français qui se disent être en difficulté. Je vous propose d'écouter cet échange qui a eu lieu ce matin. Ne sous-estimez pas la manifestation du 17 parce qu'on sait que ça ne va pas changer tout le les monde choses. On sait que vous, ça ne vous atteindra pas. Mais croyez-moi, je pense que c'est un bon avertissement pour montrer qu'on... Moi, c'est pas ça qui m'atteint parce que mais non, mais il y a beaucoup de gens qui essaient de il récupérer. y en a Moi, ce qui beaucoup de m'importe, c'est ce que vous malheureux. dites. Il n'y a pas de miracle, j'en ferai pas des miracles. Vous avez des petits-enfants. Je peux même plus gâter mes petits-enfants de Noël. Mais je sais bien. Je peux plus rien faire parce que déjà, nous, on n'arrive même plus à en vacances. Je sais bien. On voit bien que dans cet échange, le match, il est perdu d'avance pour Emmanuel Macron quand une Française, une retraitée, lui fait part de sa comptabilité au quotidien, ses difficultés à boucler les fins de mois. C'est intenable pour le chef de l'État. Il n'y a pas de tenable ou de pas tenable. Il y a surtout les propos d'une femme qui explique sa difficulté et elle est réelle. Et ça touche beaucoup de Français. C'est la réalité aujourd'hui. Il y a toutes les réformes qui sont en cours. Il y a d'abord une conscience collective de la responsabilité qu'on a dans ces transformations à ne laisser personne sur le bas-côté de la route, à faire attention aux plus faibles et à corriger et à évaluer les réformes que nous sommes en train de mener. Est-ce que justement, par exemple, sur cette crise du carburant, Caroline Mécari, quand le chef de l'État semble dire « j'ai entendu, je comprends, on va essayer de chercher une solution », la prise de conscience, elle est réelle, elle est feinte ? Non, disons que
Si vous voulez, si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, ce n'est certainement pas avec l'augmentation du diesel et des taxes sur le diesel. Tout le monde a bien compris la problématique de faire coïncider le prix de l'essence avec le prix du diesel. Mais en fait, qui ça frappe? Ça frappe les personnes qui sont dans des situations, dans des territoires qui sont éloignés de tout. C'est-à-dire des territoires où la SNCF ne va plus aller, où les transports ne sont plus les mêmes. Donc ils ont la double peine. Les petits salaires ou les petits retraités ont vu la hausse de la CSG. Si on veut vraiment lutter pour le réchauffement climatique, pourquoi ne commence-t-on pas par s'attaquer, par exemple, au transport maritime? Je ne sais pas si vous le savez, mais le transport maritime est l'un des moyens de transport qui pollue le plus. C'est ce qu'a dit Nicolas Hulot quand il a quitté le gouvernement. Il a parfaitement raison. Voilà, donc on a... du point de vue du président de la République, de son gouvernement, des mesurettes qui sont là juste pour essayer de rattraper un petit peu le coup, parce qu'effectivement, nous avons eu cette femme, Jacqueline Gourault, qui a poussé un coup de gueule en disant mais on en a marre. Jacqueline Moreau. Oui, ministre de la compris. cohésion des territoires et de la collectivité. Non, je parle pas de cette femme. Je parle de cette femme qui habite en Bretagne et qui dit une automobiliste. Très clairement, voilà, nous en avons assez. On en a marre d'être 5,4 traqués. de vues sur YouTube, qui dit simplement ce qu'elle ressent, mais c'est pas la seule à ressentir cela. Bien sûr que non, ce n'est pas la seule. Et la responsabilité, elle ne date pas d'il y a 15 mois. La réalité, c'est que vous ne pouvez que partager avec moi la nécessité de tenir la trajectoire carbone. Cependant, aujourd'hui, les transformations, elles sont accompagnées et elles ont vocation à être plus accompagnées. Vous savez, moi, je me félicite quand on se rend compte qu'il y a des bonnes réponses sur nos territoires et que au fur et à mesure... C'est-à-dire quel type de réponse? Typiquement ce qui se faisait dans les Hauts-de-France avec l'accompagnement des personnes qui sont à plus de 30 km. Là, ça, il n'est pas possible de le voir avant. Il faut attendre une semaine, 10 jours de crise. Bien sûr que si. Rien n'est parfait. Mais c'est quoi la réalité? C'est des mesures qui ont été votées au moment du PLF. C'est pour changer ses voitures, pour finalement accompagner les changements de chaudière. C'est de ne laisser personne ne pas pouvoir se chauffer parce que aujourd'hui, le carburant est cher, parce que le fioul est cher et parce qu'il pollue en même temps. Et donc, les choix qui sont faits, c'est quoi? C'est accompagner les transformations et ne pas miser sur le court terme. Et pourtant, ne laisser personne. Caroline Mécari, ça prend du temps, ces transformations. Non, mais si on veut vraiment miser sur du long terme, on commence dès maintenant à s'attaquer notamment au transport maritime, au transport aérien. On s'attaque aux gros pollueurs, à Total, et non pas aux petites gens. Enfin, disons que l'un n'exclut pas l'autre, mais en tout cas, on fait vraiment en grand et non pas des petites mesurettes comme celle. On ne s'attaque à personne. On est en train d'accompagner des transformations profondes. Mais non, la maison brûlée, la maison brûle et Chirac le disait. Mais pas du tout. À part tenir vos éléments de langage. Il n'y a aucun élément de langage. Et vous ne faites rien concrètement. Mais pas du tout. Parce que aujourd'hui, il y a des réponses, étape par étape, qui s'accompagnent, que ce soit pour les voitures, que ce soit pour le chauffage de la maison, que ce soit pour les prêts à taux zéro. Et vous savez, en acceptant de voir les bonnes initiatives sur nos territoires, alors nous accompagnons sur le transport aérien, sur les grandes industries qui sont polluantes. Vous ne faites rien. C'est pas vrai. Nous avons supprimé. Mais laissez-moi aller au bout. Nous avons supprimé les avantages des gasoils non routiers. Nous sommes en train de faire. Mais bien sûr que si. Alors, je vais vous donner un seul exemple. Étape par étape. L'Antoine Saint-Exupéry, 400 mètres de long. Le Saint-Exupéry, 400 mètres de long. C'est l'un des plus. C'est pas un container, c'est un des transporteurs. Rien que de l'utiliser, son usage équivaut à 50 millions de véhicules qui circulent, tout simplement. Voilà. Alors, une réponse. Je vous crois, et une réponse. Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez dans la majorité de l'ancien quinquennat il y a moins de 15 mois? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Madame, répondez-moi. Il y a 15 mois, vous étiez dans cette majorité. Aujourd'hui, nous évaluons. Aujourd'hui, nous faisons. Aujourd'hui, moi, je suis à l'Assemblée nationale et on fait. On évalue. Et on fait bien plus. On tient notre trajectoire. Alors que vous étiez également dans une majorité. Le problème, c'est qu'on voit bien que cette politique, elle prend du temps à avoir des effets. Votre politique, est-ce que finalement, il n'y a pas une contradiction avec des échéances, des attentes qui sont cruciales à la fin du mois pour des Français et une sanction peut-être l'année prochaine lors des élections européennes? Évidemment, il y a le court terme, il y a la vie de tous les jours. Et quand on va faire son plein et que ça coûte plus cher,
On comprend que c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner. Il faut laisser personne tout seul ne pas pouvoir aller plus loin. C'est pour ça que des propositions qui remontent des territoires, les élargir, c'est une bonne chose. Accompagner les gens pour qu'ils transforment et qui changent leur véhicule parce que ça leur coûtera moins cher et que ça sera meilleur pour la planète, c'est une bonne réponse. C'est une réponse à court terme, à moyen et avec un objectif long terme. Avec une volonté française qui peut être éventuellement discutée, on le voit ici. On a aussi des partenaires dans le monde. On parlait de Donald Trump tout à l'heure, qui se retire de l'accord climat. Comment peut-on faire la réalité. Comment peut-on agir alors que tout le monde ne tire pas dans le même sens. Non, attendez, chacun fait sa part. On ne va pas commencer à dire, nous, on ne peut rien faire parce que l'autre, il fait rien. Nous, en France, on a la possibilité, en réalité, de faire des choix politiques. Et on les fait. Non, vous les faites pas. Laissez-moi terminer. Vous ne les faites pas. Par exemple, lorsque je vous parle du transport maritime, vous ne faites rien. Quand je vous parle du transport aérien, vous ne faites rien. Quand je vous parle de Total, vous ne faites rien. Donc voilà, là où on peut agir, c'est-à-dire que là où l'État est actionnaire, là où il a les moyens d'agir, il ne le fait pas. Et quand on tient la trajectoire carbone. C'est quoi votre trajectoire carbone? Vous faites payer les plus faibles. C'est les plus faibles que vous faites payer. de la caricature que vous Non, absolument que vous pas. prenez. Regardez la femme qui est parlé avec Monsieur Macron, enfin. Elle est bien représentative. En ciblant les personnes les plus modestes. On ne vous mettra pas d'accord ce soir, c'est sûr. C'était pas forcément l'objectif. Je vous propose que l'on regarde ensemble les unes de vos quotidiens de demain matin. Alors, il ne s'agit pas d'écologie ni même de séquences mémorielles à la une de vos quotidiens. On est sur les États-Unis face à Trump, les conquérantes, ces femmes, notamment ces nouveaux visages qui vont faire leur apparition dans la vie politique aux États-Unis. C'est à la une de Libération. C'est une note d'optimisme pour vous, au moins ces nouveaux visages? Oui, enfin, ce qui est une note d'optimisme. Alors que là, on voit les nouveaux défis de Trump. C'est qu'il y a dans ces élections de mi-mandat aux États-Unis quand même quelque chose qui commence à émerger, c'est-à-dire qu'il y a un réveil des démocrates. Un contre-pouvoir, même si le résultat... Puisque le Sénat est toujours, toujours une majorité qui est trumpienne, alors que l'équivalent de l'Assemblée nationale est démocrate. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, les démocrates ont eu l'intelligence de permettre à des têtes nouvelles, à une certaine diversité d'émerger. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Voilà, et c'est d'ailleurs la une des Échos du quotidien économique qui titre également sur la cohabitation, un congrès divisé. C'était finalement une surprise. Donald Trump, il s'est félicité des résultats. Non, mais il se félicite de tout. Faut dire qu'il a une vraie folie. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un réveil. Les démocrates ont un rôle extrêmement important aujourd'hui à porter. Mais la sanction aurait pu être beaucoup plus sévère. Dans le passé, traditionnellement, les présidents de la République sont défaits plus largement. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. C'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, il devra trouver des points d'équilibre beaucoup plus réguliers, puisque la politique nationale des États-Unis doit trouver cet équilibre. Et aujourd'hui, ça va dépendre des démocrates de faire émerger des personnalités fortes, d'aller encore un peu plus loin, et la responsabilité en face. C'est à quand une Europe plus forte pour répondre aux défis et aujourd'hui à l'instabilité que Trump provoque, en tout cas sur les questions économiques, et je ne parle même pas des questions humaines et de dignité de ce qui se passe un peu plus au sud. Caroline Mécari, vous y croyez à une Europe plus forte? Je rêve d'une Europe forte, réellement. Je rêve d'une Europe politique forte. Je rêve d'une Europe qui sache harmoniser ses règles fiscales, ses règles sociales, qui ne laisse pas les gens au bord de la route. Oui, on a des malheureusement, je n'y crois plus du tout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une Europe qui est technocratique, qui est totalement éloignée des populations, quelles qu'elles soient, de tous les pays européens. Et c'est vraiment dommage, parce que l'Europe, pour en revenir à la guerre, l'Europe est née des cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Elle était là pour bâtir la paix, pour bâtir un monde meilleur, un monde de progrès. Et en réalité, avec cette conception technocratique qui la dirige d'une certaine manière, elle est en train de mourir, tout simplement. Elle est vraiment au bord de l'abîme, là. Pour qu'on ait une Europe, pour qu'on ait cette Europe plus forte, parce que moi aussi je la veux, il nous manque quelques éléments. Une Europe plus démocratique, une Europe qui comprend mieux les peuples. Et aujourd'hui, on doit l'avoir. On a un devoir, je veux dire presque vital, de l'avoir, parce que la paix est en danger, parce qu'il est nécessaire de rassembler bien plus largement les réformateurs, les démocrates, les progressistes,
tous ensemble, on doit réussir à construire cette Europe et à corriger, ne rien mettre sous le tapis. Parce que oui, il y a des défis qu'on n'a pas su mener, auxquels on n'a pas su répondre. Et c'est en relevant les défis, c'est en mettant les choses, en disant les choses, qu'on réussira à construire. Moi, vous savez, je tiens à cette Europe, j'y crois. Et parce qu'on y croit, parce qu'on la désire, alors il ne faut pas l'abandonner. Et c'est aujourd'hui qu'on doit être à la hauteur. La croyance, c'est le Père Noël. Juste Non, pour mais- arriver à ce que vous voulez, il faut c'est réellement, incorrect, il madame. faut modifier. Je crois profondément. Il faut modifier les traités, ce qui suppose une unanimité des 27, ce qui paraît vraiment être le Père Noël. Malheureusement, Il n'y a pas de Père Noël, il y a une volonté politique, une volonté de réformer et d'accepter que l'Europe d'aujourd'hui n'est pas parfaite et qu'il faut plus de démocratie, il faut plus d'expression des peuples pour qu'on ait une réponse forte. Et il y a un scrutin européen exactement. qui sera une sorte de juge de paix. Et là, on verra qui y croit. Et les Français et Mais les vous savez Européens bien, choisiront au mois de mai prochain. Merci Oui, beaucoup, sauf que le Parlement européen n'a mesdames. pas de pouvoir. Caroline Mécari, avocate, membre du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris. Sarah El-Haïry, députée de Loire-Atlantique de la majorité présidentielle, porte-parole du MoDem. Merci d'être venu en plateau. L'information continue sur CNews. Tout de suite, vous retrouvez Yves Calvi, l'info du vrai.